moi, ce que j'aime dans l'immobilier, et c'est pour ça que mes investissements sont principalement dans l'immobilier d'entreprise, c'est qu'en fait, on peut y mettre une touche je dirais presque de sociologie, c'est-à-dire qu'il faut que... T'as déjà perdu? Oui, bien sûr, bien sûr. T'as déjà perdu? Oui. Comment t'as vécu ça? Bah écoute, quand tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix, évidemment tu le prends en plein dans la figure, parce que bah là pour le coup voilà, tu dois assumer, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, tu es tout seul à avoir fait ton choix, donc là pour le coup tu peux pas le reprocher à quelqu'un d'autre, hein, c'est à toi de l'assumer à 100%. Le financement, enfin le portage également, quand tu es tout seul, bah, du coup c'est toi qui perds l'intégralité de la mauvaise opération, et ça c'est toujours un petit peu difficile évidemment à encaisser. Maintenant, bon, après il faut une des qualités qui importe quand même à l'entrepreneur, c'est cette agilité qui lui permet quand même d'arriver à retomber sur ses pattes. C'est-à-dire qu'un mauvais coup, évidemment, c'est un coup où tu vas pas gagner d'argent, mais après, tu n'es pas non plus obligé de perdre 100%. Voilà, tu peux arriver quand même assez souvent un petit peu à retomber sur tes pieds en réorientant ton entreprise, en transformant l'idée initiale qui était mauvaise, bah, tu peux quand même, avant d'aller au clash complet, tu peux quand même t'adapter et essayer de te faufiler pour limiter la casse. Donc ça a toujours été ma stratégie, d'être quand même resté assez souple, voilà, surtout pas braqué, surtout pas coincé dans un programme initial. S'il n'était pas bon, il faut savoir se remettre en question et puis pas avoir d'état d'âme et s'adapter, modifier, voilà. Donc j'ai eu quand même pas mal de mauvaises opérations qui étaient perdantes, mais qui étaient rarement catastrophiques au point de me mettre en difficulté, parce que j'ai toujours réussi. Il y en a déjà eu une qui a été très importante, et il y a eu une plus grosse remise en question par rapport à d'autres? Ah, mais il y a toujours des remises en question quand tu fais un mauvais choix et une mauvaise affaire, c'est que évidemment tu as intérêt complètement à te remettre en question. Ça fait partie des prérequis de tout entrepreneur, sinon tu vas pas tenir longtemps. Donc cette aptitude à te remettre en question, elle est impérative. Après elle n'est pas forcément corrélée au fait que ce soit une grosse ou une petite perte, tu vois, que ce soit une très mauvaise ou une un peu mauvaise opération. Tu peux même avoir des bonnes opérations, tu peux avoir fait un mauvais choix d'investissement et puis finalement tu as du bol, tu arrives quand même à le revendre en gagnant un petit peu d'argent. Ça m'est arrivé très récemment. J'ai fait un très mauvais choix. Voilà, je me suis trouvé coincé avec ça pendant plusieurs années. J'ai réussi à m'en débarrasser. C'est dans l'immobilier, ça? Oui, mais voilà, au final, je gagne de l'argent. Donc je pourrais me dire, oh bah super, j'ai gagné de l'argent. Voilà, donc la prochaine fois, il faut que je recommence. Non, ça c'est une opération que j'ai faite. J'ai eu tort de la faire. Et j'ai fait mon travail de remise en question là-dessus, et je peux te dire que bien qu'elle ait été gagnante financièrement, pour moi elle est classifiée au chapitre des mauvaises affaires, et voilà, et je m'en veux de l'avoir faite, et j'aurais pas dû. Parce que c'est le temps qui t'a pris, que ça t'a pris à la revendre pour... Ou c'est les complications qu'elle a... Non, c'est les complications qu'elle a engendrées, le risque que ça m'a fait courir, et ça aurait pu se terminer beaucoup plus mal que ça s'est terminé. Et puis c'est stupide de m'être engagé là-dedans. J'ai pas respecté certains de mes critères de réflexion prérequis, tu vois, à mes choix d'investissement. Je me suis précipité, je me suis emballé, ça a été une faute. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de compétition. Là, on parle de tes échecs personnels. Au final, la compétition, elle n'est peut-être pas vis-à-vis des autres, mais elle est plus vis-à-vis de soi-même. Parce qu'au final, l'échec, il n'est pas par rapport aux autres, il est juste par rapport à nous. Puis le combat psychologique après l'échec, il est vraiment individuel. Psychologiquement, quels sont les
les ressorts que tu vas mettre en place pour essayer de rebondir. On a un peu parlé, c'est cette agilité-là, mais... Bah, tu as tout à fait raison. Alors, les ressorts pour rebondir, tu les trouves parce que tu as toujours en fait cette énergie en toi de l'entrepreneur qui font que de toute façon tu as envie de continuer. Moi, je pense que ce qui est la question à se poser, elle est un peu différente. C'est-à-dire, c'est pas de se dire où est-ce que je vais trouver le ressort pour rebondir après un échec. À mon avis, il faut se la poser avec un peu plus de recul. C'est qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'avancer et de continuer, tu vois ? Et qu'est-ce qui fait que toi, tu as envie d'avancer ? Voilà. En face de, tu vois, aujourd'hui, moi, donc 53 ans, 54 ans, qu'est-ce qui fait que je continue ? Qu'est-ce qui fait que je continue à investir, à acheter des entreprises, à acheter des immeubles, à participer à des projets. Tu vois, c'est au-delà de la capacité à rebondir, c'est même la capacité à avancer, tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'avancer ? C'est intéressant parce que quand tu commences au début, tu as un impératif qui est quand même celui de t'assurer une forme d'indépendance financière. Enfin, je veux dire, tu commences à 20 ans, t'as pas de voiture, t'as pas d'appart, voilà. Donc on peut comprendre aisément que tu as quand même une soif de réussite, au moins pour, tu vois, pour espérer atteindre un niveau de confort et même de sécurité matérielle, tu vois, ce qui est quelque chose qu'un certain nombre d'individus ressentent au plus profond d'eux-mêmes, enfin, ce qui était moi mon cas, tu vois. Pour arriver à vivre sereinement, j'avais cette rage en moi d'être au moins d'avoir une indépendance financière pour assurer mon quotidien. Mais une fois que tu as atteint ce stade-là, alors après tu peux, tu as une indépendance financière et puis une indépendance financière améliorée, donc tu continues à avoir cette énergie-là. Mais une fois que tu arrives à un certain confort, on va dire, tu vois, matériel dans ton existence au quotidien, qu'est-ce qui fait que tu continues ? Parce que qu'est-ce qui fait que tu as cette énergie et que tu vas continuer à bosser des dizaines d'heures par semaine, dormir peu, te lever tôt, te coucher tard, voilà, qu'est-ce qui fait que tu as ça ? Et toi ? Qu'est-ce qui fait que toi aujourd'hui ? Et ben ça, par contre, tu vois, je pense que j'aurais du mal à te répondre. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est quelque chose, à mon avis, que tu as et qui caractérise, je pense, l'entrepreneur au sens premier du terme. C'est-à-dire, si tu es un entrepreneur au sens entreprendre, c'est quelque chose qui t'habite, qui te fait avancer, qui te fait exister. En tout cas, je t'assure que c'est pas pour rajouter des zéros sur ton compte en banque. Oui, parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, effectivement, c'est secondaire, mais c'est quelque chose que tu as en toi et qui fait que tu as envie de continuer de la même manière que, voilà, que je sais pas, un sportif a envie, alors qu'il a déjà tout gagné, il a encore envie de retourner à la prochaine compétition. Toi, tu as beau avoir eu un certain nombre de réussites économiques dans tes entreprises, tu as encore envie, tu as encore l'énergie d'en commencer une nouvelle ou de t'associer avec des partenaires sur un projet qui te séduit. Voilà, c'est cette force d'entreprendre, cette rage d'entreprendre, tu l'as en toi, honnêtement, sans vraiment savoir d'où elle vient et qu'est-ce qui la nourrit. Et je voulais juste revenir sur un point, on n'a pas pu l'évoquer, mais on avait parlé quand tu as vendu en fait ta première société, et puis même aussi quand tu as vendu ton affaire de vin. Comment tu vis cette acquisition-là ? Parce que imagine, on va dire le cycle de vie d'une entreprise. Il y a la création, donc le début on l'a évoqué, l'exploitation, trouver ses clients, faire en sorte que ça fonctionne. Puis ensuite il y a la troisième phase, qui est cette phase de vente. Ouais. Et comment tu la vis cette phase de vente ? Comment tu es allé trouver les vendeurs ? C'est les vendeurs qui sont venus, les acheteurs pardon, qui sont venus te chercher. Comment ça s'est passé ? Alors comme je te l'ai dit rapidement, en fait, quand la décision de me retirer d'une activité, donc de vendre, apparaît à moi,
c'est pas un process, tu vois, c'est pas tous les ans je fais ma petite réunion avec moi-même en me disant bon, qu'est-ce qu'on va vendre cette année, qu'est-ce qu'on va acheter. C'est plus quelque chose qui apparaît à toi, qui te dit je commence à moins bien le sentir le truc là, je me demande si ça va pas quand même se gâter un petit peu là dans les années qui viennent. Et ça apparaît à moi comme ça. Et à ce moment-là, la décision elle est prise, c'est-à-dire je vends. Et du coup, je le fais en général assez tôt. Et donc à un moment où il y a encore des acheteurs, tu vois, sur le marché. Donc tout ce que j'ai vendu, j'aurais tendance à dire que je l'ai vendu un peu tôt. Et a posteriori, quand tu regardes, tu sais ce que tu fais, tu as toujours l'impression voilà, d'avoir... si tu vends trop tôt, tu as raté un petit peu. Et puis quand tu achètes aussi un petit peu trop tôt parce que voilà, on voudrait toujours acheter au plus bas et revendre au plus haut. Moi, j'ai toujours vendu un peu trop tôt. Du coup, tu peux toujours avoir ce regret d'avoir pas optimisé idéalement tes actifs, mais en même temps, tu as vendu très vite et tu n'as eu aucune difficulté. C'était pour répondre à la question sur comment on trouve les acquéreurs, parce que quand tu vends, c'est encore une phase en fait où le marché est porteur, quand tu vends plutôt que les autres. Et avec le recul, je pense que c'était un bon choix. Parce que j'ai évité en fait pour le coup les réelles crises qui ont affecté les secteurs desquels je me suis retiré, parce qu'après avoir vendu, quelques années après, tous ces secteurs-là en général ils ont souffert, et je regrettais vraiment pas d'avoir pris ces décisions. Et alors les acquéreurs, du coup, tu vois, le fait de vendre assez tôt en cours de cycle sur une activité, ça te permet de bien vendre, comme je te l'ai dit, mais ce qui est marrant, c'est que quand cette décision elle s'impose à moi, elle est très facile à prendre et j'ai aucun regret dessus. Et tu vois, les gens souvent te disent mais ça a dû être dur quand même, vendre une entreprise voilà, que tu as créée, qui est devenue aussi grosse, dans laquelle tu as mis tant de choses, que tu partages. Et honnêtement, non. Aucun regret, aucun état d'âme. J'y suis jamais retourné, tu vois, dans ces sociétés-là. J'ai jamais... Oui, parce que peut-être psychologiquement, quand tu avais lancé l'affaire, tu pensais déjà qu'il y avait une fin de vie qui... Non. Enfin, je sais jamais, quand je rentre dedans, je sais jamais pour combien de temps c'est. Et par contre, quand la décision apparaît à moi de sortir, j'ai qu'une envie, c'est de sortir au plus vite et après de m'en détacher. Okay. Je pense qu'il faut complètement séparer les sentiments des investissements, quoi. Il faut pas... t'en as qui vont te dire qu'il faut faire des choses qu'on aime. Je suis complètement d'accord. Pour réussir, il faut travailler, il faut investir et s'impliquer dans des secteurs pour lesquels on se passionne, parce que voilà, on n'a qu'une vie, elle passe très vite, donc il ne faut pas la gaspiller sur des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et à l'inverse, il faut être capable, quand ça ne nous intéresse plus, quand on ne le sent plus, il faut être capable de couper, de dégager, de passer à autre chose. Il n'y a pas d'affect avec tout ça, il n'y a pas de sentiment, c'est de la pierre, c'est du terrain, c'est des ordis, il faut couper, voilà. On va revenir, ça va être la toute dernière question, on va revenir un peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais on avait parlé des ressorts qui te donnaient envie de continuer, et du coup dans 5-10 ans, tu te vois où ? Alors, écoute, dans 5-10 ans, ça c'est une question que je ne me suis pas vraiment posée. Récemment, j'ai mon fils là, qui est revenu des États-Unis et qui est venu travailler avec moi, donc qui s'est associé avec moi, et ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'a redonné, tu vois, une énergie différente, et ça m'a fait découvrir cette joie de transmettre. Et je dois confesser que ça me donne vraiment une énergie supplémentaire. Donc tu m'aurais posé cette question l'année dernière, avant que mon fils revienne, je t'aurais probablement dit que dans 10 ans, je me voyais plus sur un terrain de golf au soleil. Écoute, maintenant qu'il est là et qu'on partage plein de projets, écoute, je serai peut-être toujours là et je serai là à t'attendre et à te répondre avec plaisir si tu veux qu'on renouvelle cet exercice.